Le premier de ces acteurs qui nous rejoint, puisqu'on va commencer par un acteur de la famille de la FCA, il est le président de Système U, il s'appelle Dominique Schelcher. C'est la sortie de ce livre qui s'appelle Le bonheur est dans le pré, donc signé Dominique Schelcher. Alors dans le pré, PR, E accent je sais pas quoi, parce que j'ai loupé mon cours préparatoire grave, voilà, P-R-E accent grave S. Un petit mot tout d'abord, Jean-Pierre, pourquoi on a fait le choix, pourquoi vous avez fait le choix d'inviter Dominique ce matin pour parler justement de ces sujets de proximité, de relations, de commerce, de consommation et même aussi de société, on va y venir. En fait, on s'est rencontrés avec Dominique il y a quelques semaines lors d'un déjeuner avec Alexandra. Et j'avoue avoir été séduit par le discours de Dominique en règle générale sur le commerce, sur la coopérative. Et je trouvais qu'à travers son livre, en même temps, on pouvait évoquer toutes les nouvelles intéressantes qui pouvaient arriver sur le commerce de coopératif, en particulier, bien entendu. Et je trouve que dans ce livre, il y a effectivement un certain nombre de réponses que l'on peut attendre. Ceci étant, les réponses aujourd'hui, elles sont un peu compliquées parce que l'actualité vient un petit peu perturber le contenu du livre quand même. Hein. Donc je ne sais pas, on parle d'abord de l'actualité. Oui, on va démarrer avant d'ouvrir les différents chapitres du livre sur la proximité, sur la schizophrénie dont le consommateur est quand même une espèce d'incarnation la plus aboutie parce qu'on veut tout et son contraire. Et d'ailleurs on se demandera si les commerçants ne le sont pas eux aussi un peu schizophrènes. On commence par un petit mot d'actualité. Comment aujourd'hui on est dans le commerce en étant serein face à l'inflation, face aux difficultés qu'il peut y avoir par moment de disponibilité de produits, parce que votre métier, c'est quand même d'acheter pour revendre, et il y a des moments où vous n'arrivez même pas à acheter. Donc effectivement, ça va être difficile de vendre. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et un peu pour la dernière aussi d'Alexandra, et je ne pouvais pas refuser l'invitation de Jean-Pierre. Donc oui, c'est une période extrêmement compliquée, et en fait, pour moi, on rentre dans un monde nouveau, un monde géopolitique nouveau. Hier, on entendait que Renault quittait la Russie pour 1 euro. McDonald's quitte la Russie, donc des grandes chaînes quittent la Russie. Donc ça veut dire que même si la guerre se termine, on aura un nouveau monde géopolitique et des nouveaux équilibres derrière ça. Et donc il y aura des implications à long terme sur les chaînes économiques de toute façon. Et après, c'est un nouveau monde économique, puisque l'inflation telle que nous la connaissons aujourd'hui, et qui n'en est pour moi qu'à mi-chemin, hein, en fait, ce qu'on a aujourd'hui, en gros, à mon avis, on est à mi-chemin de l'atterrissage de fin d'année, c'est du jamais vu depuis 40 ans. Donc même souvent dans nos équipes, pour gérer ce type de situation, il n'y a plus personne qui a de l'expérience. Hein, les acheteurs, les négociateurs, tous ceux qui étaient là, et puis les équipes qui avaient traité les situations précédentes sont plus là. Donc on s'adapte au quotidien avec 2 sujets. Le premier, c'est continuer à défendre évidemment nos clients et le pouvoir d'achat de nos clients, et Dieu sait que c'est difficile quand les prix augmentent comme ça, et 2, essayer de trouver l'équilibre avec les parties prenantes, particulièrement chez nous, une attention particulière au monde agricole qui doit continuer à s'en sortir, parce que c'est un des sujets du livre. Il y a derrière tout ça, je crois, et encore plus, et finalement cette crise et cette guerre le révèlent encore davantage, un vrai sujet de souveraineté alimentaire. Les décisions qu'on prend en ce moment auront des incidences sur, à mon avis, la chaîne alimentaire dans 10 ans, dans 15 ans en France. Les choix d'achat qu'on fait feront qu'il y aura encore des agriculteurs qui produiront certaines matières en France et d'autres pas. Est-ce qu'on ne peut pas élargir le propos au-delà de l'alimentaire, même parce que cette souveraineté, on voit bien qu'on a du mal par moment à avoir tous les composants qu'on veut. Les magasins en électroménager n'ont pas de stock et ont des délais fous. Toi-même, je crois que tu refais ton magasin, il y a beaucoup de retard parce qu'on a parfois des difficultés à avoir du matériel, du mobilier. Est-ce que ça ne va pas finalement bien au-delà de l'alimentaire, cette notion de souveraineté ? Oui, notre cœur à nous, chez U, il est bien sûr l'alimentaire, mais tu as raison, ça va bien au-delà. Et là, par exemple, un exemple concret, on en parlait dans le couloir en arrivant. Donc aujourd'hui, les industriels sont obligés de changer leurs recettes d'un certain nombre de produits parce que certaines matières premières habituelles ne sont plus disponibles, et notamment cette fameuse huile. Mais il n'y a pas que ça, de la lécithine, enfin plein de choses. Donc on change les recettes. Pour changer les recettes, il faut un autre étiquetage. Il n'y a plus d'étiquettes autocollantes pour sticker les produits aujourd'hui. Comment dire, et donc pour continuer à servir les clients. Et donc derrière ce sujet-là, je crains qu'on rentre en partie dans une période un peu de pénurie. Et de toute façon, on va alors
on fait tout pour limiter les choses. On va plus parler de vraies tensions ponctuelles, et puis on les voit dans les magasins déjà sur l'huile, la moutarde, et puis sans doute d'autres produits demain. Mais on rentre dans une période d'approvisionnement, du coup, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, beaucoup plus difficile. Et je pense que ça va s'accentuer encore à la fin de l'année. Quand un grand fournisseur de brioche a 15 jours de visibilité sur sa fourniture d'œufs, qu'il achetait le beurre industriel il y a quelques semaines à 4 € le kilo, qu'il l'achète aujourd'hui à 10, voilà, on a vite résumé la situation. Donc je pense que, point de vue approvisionnement, dans les prochains mois, ça va être très tendu. Une question pour tous les deux d'ailleurs. Est-ce que, d'après vous, il y a des menaces sur la tenue de la consommation? Parce que quand on a des prix qui flambent et des produits qui sont moins disponibles, on peut finir par se demander si, à la fin de l'exercice, les tiroirs caisses seront autant remplis. Ben pour nous, la grande question finale, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on répercute après discussion, et on est très vigilant à un certain nombre, évidemment, de prix. Mais la question, c'est quel va être l'impact sur le comportement du consommateur. Comportement du consommateur qui a déjà changé en réalité, commencé à changer. Je veux dire, ça fait la une de la presse spécialisée. Les ventes de bio sont à la peine, en circuit spécialisé, mais chez nous aussi. Mais ça, c'était peut-être le tout début. Mais maintenant, il y a de la tension sur la boucherie, sur la poissonnerie, sur les fruits et légumes, parce que ce sont des produits chers dans le panier du client. Sur les produits de beauté, on va acheter un produit de beauté en moins parce qu'on n'a peut-être pas besoin de le renouveler, ou en tout cas pas la grande marque, et plutôt un produit différent. Et puis après, en épicerie, etc., c'est parti. On voit un coup de booster sur la marque distributeur, qui, je pense, va être un produit refuge dans les prochains temps. Et puis sur la marque Premier Prix, qui s'appelle Mini Prix chez nous et qu'on a relancé l'année dernière et qui est un grand succès. D'ailleurs, les magasins la mettent en avant. Donc le comportement a changé. Et donc oui, au final, il risque d'y avoir de la tension sur l'activité. Et la grande différence par rapport à il y a 30 ans, 40 ans, parce qu'on rediscute avec nos anciens chez nous, c'est qu'à l'époque, il y avait une inflation très forte. Ils empruntaient même pour faire les magasins à 13%, 15%. Certains dans la salle ont sans doute connu ça. Mais à l'époque, tout ça a été compensé par une croissance forte. La grande différence cette fois, c'est qu'il n'y a pas de croissance. Au contraire. La fameuse stagflation. Voilà. L'inflation ne se traduit pas sur les chiffres d'affaires aujourd'hui, et c'est peut-être le plus grand danger à date. Est-ce qu'il y a une inquiétude générale, Jean-Pierre, sur le commerce par rapport à la tenue de la consommation? Parce que vous vivez directement de l'économie de la consommation. Oui, c'est certain. Il y a une inquiétude qui règne entre l'inflation, effectivement, qui prend des proportions insoupçonnées il y a encore quelques mois et qui n'a pas fini, d'après ce que j'ai compris, Dominique, de progresser, malheureusement. Et c'est vrai qu'il y aura des choix, certainement, de la part de nos clients à faire sur les achats qu'ils vont réaliser. Aussi bien en termes de l'alimentaire. Quand on dit alimentaire, en fait, c'est un terme plus général, parce que vous n'êtes pas que de l'alimentaire. Mais a priori, les ventes se répercutent uniquement aujourd'hui sur l'alimentaire au détriment du non-alimentaire, parce que les moyens sont toujours les mêmes, donc on se focalise sur l'alimentaire, ce qui me paraît assez logique en même temps. Donc ça veut dire que ça va pénaliser globalement l'ensemble des commerces dans l'avenir. Moi, l'inquiétude que j'ai derrière, c'est... on revient sur un autre élément qui est le PGE et les difficultés que certains vont peut-être avoir à rembourser le PGE, compte tenu qu'on n'arrive plus à obtenir les chiffres de 2019 et que les charges qui vont arriver maintenant à rembourser les PGE vont être un effet de boomerang qui risque d'être extrêmement dangereux. Donc je crains effectivement, peut-être pas pour cette année, pour l'année prochaine en tout cas, une période qui soit encore plus difficile à gérer. Surtout que les approvisionnements en règle générale sont... extrêmement perturbé quand on voit ce qui se passe en Chine, où il y a 300 millions de Chinois qui sont en confinement, où il y a des centaines de containers qui sont dans le port de Shanghai. Il y a 800 bateaux, peut-être 1000 maintenant bloqués. Qui sont là-bas. Et puis ce qui se passe en Ukraine, effectivement, qui vient faire un deuxième coup de marteau sur la tête. Et je pense que tout ça lié va faire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, effectivement, dans la façon dont le client va acheter et de la façon dont il va vivre ce qui se passe aujourd'hui. Et donc la période Covid était bien plus simple à gérer, entre guillemets. Finalement. Allez, on rentre dans la séquence lecture, puisque Jean-Pierre et moi, on a lu, et c'est vrai, et tu le sais de toute façon, de la première à la dernière page. Je vous rappelle, si vous voulez interagir
Sur les réseaux sociaux, vous avez un hashtag qui doit apparaître. Voilà, vous l'ayez ici. FCA en majuscule, rencontre 2022. Allez-y, chroniquez, racontez, faites des photos, tout ce que vous voulez. On a 3 temps dans cet échange, Dominique, au travers de 3 des idées que l'on trouve en fil rouge dans ce livre. On va parler de la notion de près, justement, de la proximité, de l'utopie et de la schizophrénie dont on peut sentir qu'elle est au cœur de nos comportements. Et puis enfin, du commerce et du commerce indépendant en particulier. Premier chapitre, le prêt, c'est... Je voudrais juste dire une chose, c'est que à travers ton livre, j'ai lu aussi qu'en 1970, tu avais fait de l'Amazon sans le savoir, puisque j'ai vu que avec ton père, tu livrais les commandes que tes clients t'avaient commandées par téléphone. On devait être un peu après 1970. Mais c'était quand même... Oui. Le commerce est un éternel recommencement. Oui, je cite cette anecdote. Mes premiers souvenirs avec mon père, c'est de l'accompagner, je ne sais pas, quand j'avais entre 5 et 10 ans, dans la camionnette de livraison, et on livrait les commandes des clients dans les villages d'Alsace. Et c'est un premier souvenir. Donc oui, tout ça n'est qu'un éternel recommencement au moment où la livraison redevient le gros sujet actuellement. Oui, tout à fait. Et puis j'ai un deuxième sujet, avant qu'on aborde les 3 points qu'Olivier vient de citer. C'est les fractures dont tu parles dans ton livre à un moment donné, où tu parles des fractures sociales, territoriales, économiques, alimentaires. Enfin, à un moment donné, j'ai commencé à prendre peur. Et puis, quand j'ai continué à lire, je vois que tu dis que les magasins peuvent être des postes d'observatoire sur les évolutions de la société, et tu dis que cette solution pourrait réconcilier la France et la rendre plus harmonieuse. Et quand j'entends le mot harmonieuse, je reviens un peu sur le bonheur dont tu parles dans ton livre. Et je veux savoir comment on peut passer de ces fractures à, d'un seul coup, une harmonie. Alors, le premier point, et Olivier le sait par cœur, il est tous les jours sur le terrain, 4 coins de la France. Le commerce est un formidable poste d'observation de la société française, et on en apprend tous les jours. Et ce qu'on retient, en fait, nous de la crise, particulièrement du Covid, c'est la chose suivante, c'est les territoires les plus touchés par la crise des gilets jaunes, qui était cette grave crise sociale juste avant le Covid, c'était que dans les territoires où il y avait moins de commerce et aussi moins de santé, le mouvement des gilets jaunes était beaucoup plus fort. Ça veut dire que quand il n'y a plus de raison de vivre ensemble, de faire société, se retrouver dans un commerce, aller chez un médecin, être assuré par ça, le mouvement était plus fort. Donc là où il y a du commerce, il y a de la vie, il y a du lien social, et on fait société. Et c'est ça, en fait, la thèse du livre. Alors justement, la notion de proximité, elle démarre le livre. On a longtemps imaginé la proximité sous son prisme géographique. On sent que derrière, tu envisages aussi une forme de proximité relationnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la proximité relationnelle est finalement pas plus importante que la proximité géographique? Mais dans une période de crise plus que jamais. Donc pour moi, la proximité, c'est d'avoir un commerce à visage humain. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est l'implication en fait pleine et entière dans l'écosystème local, dans le but d'avoir une offre et une représentation locale parfaitement en phase avec le territoire. Et c'est ça qu'on essaye particulièrement de faire chez U. Et c'est cette proximité-là dont je parle, mais avec toutes les parties prenantes. La proximité vue par toi, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu mettrais d'autre, ou est-ce que tu achètes chaque mot évoqué sur la définition de la proximité appliquée au commerce? Bon, je ne peux pas non plus dire le contraire de ce que vient Tout est dans la manière dont tu l'argumenterais, le cas échéant, ça me paraît difficile. Non, mais proximité, on peut aussi parler au niveau de toutes les enseignes, de tous les efforts qui sont faits au quotidien pour essayer justement de trouver des fournisseurs à proximité, de revenir sur le marché français pour acheter de la matière première et créer. Certains d'entre nous le font, les opticiens, le bâtiment, etc. Il y a toute une recherche de proximité avec les fournisseurs, avec les fabricants, et de revenir sur le territoire français qui me paraît indispensable. Maintenant, la proximité, c'est aussi la proximité avec ses propres clients, les entretenir, les conseiller, les accueillir. Avec les collaborateurs. Voilà, tout ça, c'est avec un travail de fond que font tous les commerçants coopératifs en général. J'insiste bien sur le monde coopératif par rapport à un autre monde différent, en tout cas du commerce. Comment on construit cette proximité? Les leviers sur lesquels un commerçant peut ou doit jouer? Alors les leviers chez U particulièrement, on en a 2. La première, c'est évidemment l'implication du patron indépendant, plus que jamais, l'implication lui-même dans son territoire auprès de ses parties prenantes et l'implication auprès de ses collaborateurs pour les tourner, pour les engager vers le territoire, vers toutes les parties prenantes et les collaborateurs, avant tout vers les clients.
Et Dieu sait que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence à un moment où les gens ont besoin d'être rassurés. Et donc, proximité, pour moi, c'est le contraire en fait de standardiser. Et je crois que l'avenir voilà, est à cette relation-là. Donc, premier point, implication. Et deuxième point, chez nous, c'est le binôme dans la structure, après, derrière, parce qu'il faut que la structure, la coopérative elle-même, soit entièrement tournée vers cet engagement-là. Et donc, comment on s'en assure? Donc, chez US, c'est le fameux binôme. Donc, un patron indépendant intéressé par un sujet qui travaille aux côtés d'un salarié permanent expert et tous les deux mènent une mission, un groupe de travail pour faire avancer des causes. Et la proximité entre le permanent expert salarié et le patron proche du carrelage du terrain nous empêche d'oublier la proximité. Et voilà, donc les deux clés indispensables. Est-ce qu'il faut canaliser l'envie de développement des patrons d'avoir beaucoup de magasins pour les obliger finalement à être proches du carrelage? Il y a des écoles différentes au sein des coopératives sur le nombre de magasins possédés par un entrepreneur. Ce que tu as commencé quand même par dire, le premier point, c'est la proximité du patron avec le carrelage. Quand tu as beaucoup de magasins, c'est par principe moins facile. C'est pour ça que chez US, c'est limité. C'est limité à 3 en général et à 2 même dans une région. Donc voilà, on a connu plus par le temps, mais à un moment c'est vrai, ça limite la proximité du patron, et après ça peut poser d'autres problèmes quand la personne qui a 6-7 magasins décide de quitter une coopérative. Vous avez peut-être tous connu ça, c'est des moments difficiles. Donc voilà, chez nous désormais c'est limité absolument pour plusieurs raisons, à la fois d'implication et économique. Ça veut dire que philosophiquement, ce besoin ou cette quête de proximité est finalement plus fort que le libre entrepreneuriat. Parce que quelque part, vous les bridez. On les bride maintenant. On les bride, je veux dire, c'est un choix collectif. C'est pas on les bride, oui, c'est une décision la communauté des associés qui a décidé qu'à un moment, il y avait une limite. Ce n'est pas quelques personnes dans un bureau qui décident ça. Grégory, qui nous représente tout au long de l'année dans cette institution, le sait parfaitement. Il est au conseil d'administration. Nos décisions, on les prend collectivement. Donc, c'est le genre de décision prise par les conseils d'administration. Finalement, quelque part, au nom de notre liberté, parce que la liberté est affectée si un collègue qui a 7 magasins quitte et met en déséquilibre la coopérative de manière économique, ta liberté est affectée. Donc, c'est le bon équilibre à trouver pour préserver la pérennité, en fait. On regarde, Jean-Pierre, sur ce... Oui, mais c'est vrai, je pense qu'on doit être le plus proche possible de ses clients, et le fait d'être dans son magasin, d'être son propre entrepreneur, focalise complètement la clientèle. Donc ça veut dire que c'est un élément indispensable, je pense, d'avoir un minimum de magasins pour être certain de pouvoir cerner les besoins de ses clients au plus près de ses clients, pouvoir les accueillir, pouvoir continuer à l'appeler peut-être par son prénom quand il arrive. Alors c'est plus difficile peut-être dans l'alimentaire, mais il y a certains commerces de proximité. Bon, là je peux parler de la parfumerie par exemple, que je connais bien. C'est vrai que cette façon d'accueillir son client, elle est indispensable parce qu'on sait le conseiller, on sait exactement ce qu'il a acheté et ce qu'il veut acheter, et ça fait partie des éléments incontournables. C'est un élément qu'on oublie parfois, c'est justement le client. Et pourtant, le client, il est le maître du jeu. On le constate aujourd'hui encore plus qu'avant, et il faut continuer à le considérer comme tel. Je consacre tout un chapitre du livre en fait, au sujet de la confiance. Derrière la proximité, il y a quoi? Il y a le sujet de la confiance. Une relation commerciale n'est rien d'autre qu'une relation de confiance, souvent entre 2 personnes qui ne se connaissent pas. Et donc, il faut qu'il y ait un minimum de confiance pour se dire je vais acheter à ce commerçant-là. Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire au bout du compte en cultivant la proximité? C'est générer de la confiance durable dans le temps pour que le client ait suffisamment envie de revenir dans notre magasin. Voilà, c'est un peu ça le projet. Sur ce sujet du prêt, le titre a été trouvé avant d'écrire le livre ou après l'avoir écrit? Moi, je connais la réponse parce que je te l'ai déjà posée, mais elle est intéressante parce que voilà, c'est un très bon titre, effectivement, pour développer sur cette idée de proximité. Non, comment dire, le prêt était là avant presque le début de l'écriture du livre, mais pas exactement sous cette forme-là. Mais la notion de prêt était là dès le début. Voilà. Et je rappelle juste le pourquoi exactement, le déclencheur exact de l'écriture de ce livre. C'est un chiffre qui m'a vraiment... Alors, il y a quelques chiffres dans le livre, mais il y en a un qui m'a vraiment interpellé. Pendant cette crise, on a tous été mobilisés, vous tous aussi,
sur cette crise Covid. On a fait tout ce qu'il fallait pour continuer à tenir la chaîne alimentaire, à notre maillon à nous, pour servir les clients. Et les uns et les autres ont été salués. Vous avez reçu des dessins, nos hôtesses de caisse ont reçu des dessins, etc. Et quelques mois après, ça s'est vite retourné. Dès l'automne 2020, je me souviens, les clients étaient fatigués, ils ont commencé à se tendre, il y avait de l'agressivité avec les clients, tout ça commençait à peser. Et très vite est tombé un chiffre, finalement, les gens n'ont que 37% de confiance en la grande distribution. Et je me suis dit, on a fait tout ce boulot, on a été remerciés, etc. Mais qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Et en fait, ce livre, c'est pour c'est un plaidoyer pour notre métier, pour mieux le connaître. Alors justement, on va parler de cette forme d'utopie ou de la schizophrénie du consommateur. Tu as un chapitre entier sur le sujet, sur le consommateur schizophrène, parce qu'il y a ce que l'on dit vouloir faire et ce que l'on fait réellement, et on se rend compte que ce n'est pas toujours très, très aligné. Il y a parfois peut-être aussi d'ailleurs le commerçant qui est schizophrène, parce qu'il dit ce qu'il aimerait faire pour participer à changer le monde, et puis le jeu de la concurrence, le jeu de la compétition entre acteurs le ramène peut-être parfois sur des sujets qui sont à l'antithèse de ce qu'il voudrait faire. Au début du livre, on sent que tu as espéré pendant un temps un monde différent. Quand je dis différent, c'est après Covid par rapport à avant Covid. Et puis, tu t'es rendu compte que finalement, la différence, c'était peut-être une forme d'utopie que tu avais, mais qu'elle ne se traduirait pas vraiment, tu viens de l'évoquer. Est-ce que tu as définitivement tourné la page de cet espoir d'un monde vraiment différent ? Non, alors je revendique une dose d'utopie dans ce livre. Je la revendique et je l'assume, parce qu'à un moment, si tu prends le stylo, que tu passes beaucoup de temps pour écrire, à un moment, c'est pas pour c'est pour pousser des idées et pour, d'une certaine façon, pousser une certaine utopie. Après, je suis totalement lucide, je n'ai jamais cru au monde d'après, et on le sait bien chez nous, je veux dire, il revient vite au galop. Regardez aujourd'hui les aéroports, ils n'ont jamais été aussi pleins que les gens veulent repartir, etc. Et ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc non, j'ai jamais vraiment cru au monde d'après. Par contre, je crois à un monde maintenant quand même différent sur le plan économique, mais par rapport aux 6 derniers mois, là, aux 5 derniers mois qu'on vient de vivre depuis cette guerre, je sens là vraiment pour la première fois que la chaîne est affectée, les équilibres économiques sont affectés, et je crois qu'on rentre dans un nouveau modèle un peu pour nous, qu'on est en train, on cherche là un peu nos repères sur le plan purement vraiment cette fois économique, quoi. Mais pour le coup, c'est pas la pandémie qui aura provoqué ce changement-là. Eh ben non. Très, très curieusement, c'est plus maintenant ce qu'on vit depuis 4-5 mois. Et encore une fois, même quand la guerre, je pense, cessera, et ce qu'on souhaite évidemment tous, parce que c'est l'horreur, on ne va pas recommercer avec la Russie de sitôt du tout. Et donc, il va falloir se réorganiser et réorganiser la fameuse souveraineté alimentaire, souveraineté tout court, dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, il y a une utopie sur une nouvelle consommation, etc. Et j'y vais peut-être, je vais loin, je suis lucide, je sais bien qu'aujourd'hui, on bute sur un certain nombre de réalités et on va continuer à s'y adapter, bien sûr. D'un autre côté, est-ce qu'il ne faut pas être un petit peu utopiste aujourd'hui pour essayer d'avancer, parce que sans quoi on ne fait rien. Donc l'utopie, effectivement, c'est considéré comme un peu extraordinaire, mais en fin de compte, il faut être un peu utopique pour essayer d'envisager ce que peut être l'avenir et essayer de le prévoir, tant est qu'on puisse le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à faire des prévisions à long terme, on fait plutôt du moyen terme, et puis on essaye d'être le plus dynamique possible sur le court terme pour répondre à tout ce qui se présente de façon un peu inopinée dans nos magasins et dans les commerces en général. Donc c'est assez complexe à régler, mais en même temps, ça demande beaucoup de souplesse, et je pense que dans les coopératives, on a justement ce moyen de réagir rapidement. Absolument. On l'a prouvé pendant la pandémie, et je pense qu'on peut le prouver encore aujourd'hui. Le grand écart, il est où? En fait, il est entre le fameux, et c'est là où on touche la schizophrénie, entre le consommateur, entre le citoyen qui exprime un certain nombre de choses, qui fait évoluer les sondages régulièrement sur son envie d'une consommation plus responsable, plus respectueuse, moins impactante de l'environnement, etc. Et en fait, le client, au final, qui, quand il pousse le caddie, on se rend compte qu'il continue à acheter beaucoup comme avant. Mais on note quand même que la proportion de gens qui veulent s'engager davantage progresse avec le temps. Quand même, progresse. Comment on peut rapprocher les deux, justement ? Parce qu'en fait, la schizophrénie, c'est l'écart entre le citoyen et le consommateur. Pour la faire disparaître, il faut rapprocher les deux. Est-ce que c'est possible ?
Moi, je crois que oui, c'est possible, les lignes changent et de toute façon, on va y être poussé. Car la toile de fond derrière tout ça, même si aujourd'hui, évidemment, on est rattrapé par le pouvoir d'achat, reste un problème fondamental auquel il va falloir tous qu'on s'adapte, c'est la transition climatique, écologique et ces sujets environnementaux. Donc moi, je suis persuadé que... Regardez la température qu'il fait aujourd'hui, c'est complètement incroyable. On est au mois de juillet aujourd'hui, mais on est au mois de mai. Si cet été, on a 2 mois de canicule à plus de 40 degrés, admettons, c'est pas exclu. Je veux dire, en Europe du Sud, c'est ce qu'ils vivent. Toute l'Afrique du Nord vit une sécheresse incroyable, qui va d'ailleurs peser aussi sur la chaîne alimentaire. Je pense qu'il y a plein de gens qui se diront, nous, mais bon sang, qu'est-ce que je fais? Comment je change? On a besoin de ce déclencheur. Mais on a besoin de déclencheurs. Je veux dire, voilà, actuellement, il y a un déclencheur pouvoir d'achat, mais je suis persuadé que si demain, il y a un grand événement climatique à nouveau qui impacte les gens, eh ben, la proportion de gens qui ont envie de bouger leur comportement va continuer à progresser. Car la toile de fond est là. On peut regarder, on peut les tourner dans tous les sens, les courbes de réchauffement climatique. C'est indubitable. Ça. Bon, voilà, donc il va bien un moment falloir qu'on change. Et nous, commerçants, on a une responsabilité là-dedans. Donc, pour répondre précisément à ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? La première, c'est, je rappelle qu'il y a la moitié des Français, alors c'est peut-être un peu moins que la moitié, mais il y a des Français qui ont économisé 170 milliards d'euros pendant la crise Covid. C'est considérable. Ces gens-là, ils n'ont pas forcément besoin de nous, ils ont besoin des propositions des commerçants, mais eux-mêmes commencent à changer leur comportement. Et ils bougent des lignes, ils achètent une voiture électrique, ils ont les moyens de changer leur consommation. Mais notre rôle le plus important, c'est d'accompagner les gens qui ont peut-être moins de moyens, aussi à contribuer à cette transformation. Et donc, les gens qui n'ont pas de moyens mais qui veulent quand même faire un geste, c'est les accompagner au quotidien sur moins de gaspillage, les aider à recycler davantage. On a plein d'initiatives dans nos magasins sur les petits gestes du quotidien pour ramener ci, ramener ça, qui est recyclé, réemployé, réutilisé. Voilà. Et tout ça cumulé au bout du compte, ben ça change quand même des comportements. Des boucles de recyclage, etc., on en a maintenant énormément chez nous. Ben voilà, c'est ça qu'on cumule, etc., pour à la fin des fins changer la donne. Pour changer, il faut toujours des symboles. Il y en a un dans votre métier au sens élargi, parce que ce n'est pas que l'alimentaire, c'est le fameux prospectus. Est-ce qu'on est au début de la fin? Alors ça y est, je crois qu'il y a un mouvement qui est déclenché. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que, effectivement, c'est une source clairement de pollution, ce papier qu'on imprime, ces encres, etc. Et après, ça a un coût aussi. Et quand le papier prend 50% à la fin de l'année... Ça va vous aider à la transition. Ça va nous aider. Non, mais toute crise est un accélérateur. Et cette crise, encore une fois, est un accélérateur. Et donc, il y a 50 magasins chez U qui, dans les prochaines semaines, effectivement, abandonnent le tract. En urbain et en non-urbain. Donc on va être très attentif aux résultats de ces expériences-là. Donc oui, cette crise est un accélérateur très fort. Je crois que la crise Covid a été un accélérateur sur plein de choses, notamment par exemple le télétravail, la réorganisation du travail, une société un peu différente de vie au quotidien. Cette crise-là, elle va être plus un accélérateur sur la transition écologique, j'en suis persuadé, en fait, au bout du compte, parce qu'on va devoir trouver des solutions différentes. Alors, il y a une proposition ou une solution que tu évoques dans le livre. Alors, tu tournes autour de cette idée d'une TVA sur les produits carbonés ou d'une taxe sur le carbone ajouté. Chacun a des mots autour de ça. Est-ce que c'est une solution pour modifier la consommation que d'agiter l'outil fiscal en ce moment? Mais moi, je crois que dans ce domaine-là, alors je ne suis pas un taxeur du tout, et je défends bien sûr plein de sujets de fiscalité qui sont extrêmement importants. Mais à un moment, quand il s'agit de changer fondamentalement une orientation, de peser lourdement, durablement sur des changements de comportement et tout, la fiscalité peut être aussi une arme. Et c'est dans ce contexte-là que je dis qu'une taxe, effectivement, sur les produits les moins vertueux, les plus forts à empreinte carbone, pour financer, par exemple, c'est un peu une utopie, pour financer un fonds sur la transition écologique, parce qu'on se rend, enfin,
vous rendez tous compte que tout ça va nous coûter extrêmement cher. On le voit dans les magasins aujourd'hui, agrandir un magasin en respectant toutes les normes qui nous sont demandées, ben c'est 20 à 30% plus cher qu'il y a 10 ans. Donc tout ça a un coût. Comment on va le financer? Donc à un moment, imaginez que les produits les moins vertueux, on puisse les taxer pour dégager une cagnotte, pour aider ceux qui s'engagent. Voilà, c'est un peu... Donc c'est une forme de consommation avec un sous-jacent de type bonus-malus écologique. Hein. Oui, tout à fait. Et par exemple, j'ai beaucoup aimé l'expérience du distributeur allemand qui s'appelle Rewe, que vous connaissez peut-être, qui a fait une belle expérience que j'aimerais beaucoup qu'on reproduise chez nous. En fait, il a, pendant plusieurs mois, affiché deux prix sur ses produits, le prix habituel et le prix empreinte carbone incluse, impact sur l'environnement inclus. Et évidemment, les prix étaient bien différents, et notamment, par exemple, la viande était beaucoup plus chère, mais le produit qui avait voyagé depuis l'autre bout du monde était aussi beaucoup plus cher. Par exemple, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui vous manque pour le faire, ça? Parce que dans l'absolu, vous pourriez mener... On y regarde, c'est un travail considérable de calcul et d'identification. Mais il y a des méthodes aujourd'hui qui commencent à sortir pour évaluer ce genre de choses. Donc c'est un sujet qu'on regarde. Ouais. Mais voilà, c'est une taxe, une visualisation à travers deux prix différents. C'est des choses qui peuvent permettre de pousser la prise de conscience, quoi. C'est quand même dommage d'arriver à imaginer une taxe alors que chacun devrait être concerné directement par le sujet. Alors, parce que bon, taxer, c'est un moyen, mais bon, on a vu la taxe carbone et les problèmes que ça a pu poser à l'époque. Bon, je comprends très bien la démarche. Elle est intéressante, effectivement, le fait de mettre deux prix pour essayer de faire comprendre aux consommateurs que ce produit vient de loin et qu'il a consommé beaucoup d'énergie pour arriver jusque-là. Mais en même temps, est-ce que taxer, c'est pas un petit peu compliqué aujourd'hui dans la situation où on est d'envisager ça? C'est plutôt, quand on parlait de moyens, ça veut dire que c'est moyen terme ou même un petit comment peu plus. dire, tout ça a été écrit avant la crise, avant la guerre en fait, et donc c'est sûrement pas forcément adapté à aujourd'hui. Mais je pense que on bougera pas les comportements sans interpeller de manière très forte et sans bouger des lignes pour que véritablement sur ce plan-là ça change. Après, rappelons-le, redisons-le, le problème de court terme, c'est le pouvoir d'achat. On nous a demandé de réouvrir les négociations commerciales, ce qu'on fait, je dirais, douloureusement actuellement avec les uns et les autres pour essayer de maîtriser le sujet au mieux. C'est ça le sujet de court terme, évidemment, et ça va l'être encore pendant un certain temps, hein, ne nous trompons pas. Est-ce que ça ne te gêne pas que le gouvernement soit toujours en train de vous surveiller sur les négociations et vous demande d'intervenir d'une façon ou d'une autre, alors que vous êtes quand même suffisamment grand, je dirais, pour savoir négocier correctement, pour sauvegarder les agriculteurs, les producteurs, etc. Et avec des injonctions contradictoires. Vendre plus cher pour moment et vendre moins cher à d'autres. C'est pour ça que je trouve que quelque part, c'est une intervention qui me paraît pas indispensable, parce que vous savez négocier, vous savez préserver les personnes, les producteurs qui vous servent, et vous savez que vous devez les préserver pour continuer à être approvisionnés dans les meilleures conditions. Donc, est-ce que le gouvernement doit vraiment intervenir dans cette négociation? Il y a des clients schizophrènes, il y a des commerçants schizophrènes, et il y a un gouvernement schizophrène, puisque je rappelle l'anecdote, et puis certains le savent là, c'était il y a 10 jours, je crois. Le matin, on avait une réunion ministérielle. Puis j'ai des collègues, il y a des confrères dans la salle, ils le savent très bien. Le matin, on nous demandait, messieurs, passer les hausses, augmenter les prix, il faut aller plus vite et il faut répercuter et aider le monde agricole, etc., etc. Et l'après-midi, une autre réunion avec d'autres ministres. Mais il y a de l'inflation en France, que se passe-t-il, messieurs les distributeurs? Que faites-vous pour maîtriser l'inflation? C'est complètement incroyable. Le même jeudi, le matin dans un sens, l'après-midi dans l'autre. Voilà où on en est. Donc non, c'est une période complètement incroyable. Et pour terminer sur ce chapitre sur la schizophrénie, j'ai appris dans le livre, parce que ça m'avait échappé, qu'en 2022, le mot consommateur est rentré dans le dictionnaire. Bon, on ne sait pas bien s'il reflète une réalité dans l'immédiat, mais au moins le concept est rentré dans le dictionnaire. Troisième temps de notre conversation, Dominique, j'aimerais qu'on parle du commerce et du commerce indépendant en particulier, puisque ce livre est finalement une forme de plaidoyer pour le commerce indépendant. À plusieurs reprises, d'ailleurs, tu pointes toutes les différences entre le commerce indépendant et le commerce intégré. Si on essaye de faire, pour démarrer, un petit tableau tout simple, force et faiblesse
du commerce indépendant. Alors j'imagine que tu auras plein de force. Essaye de te forcer un peu, c'est le cas de le dire, pour y mettre quelques faiblesses malgré tout, pour alimenter la réflexion de chacun. Bon, moi je redis que pour moi la coopérative est la forme la plus aboutie du capitalisme moderne. Voilà, c'est clair et net. Du fait de la façon dont on est organisé, de la façon dont on vit les choses, la proximité avec la réalité du terrain. Donc voilà, c'est le modèle pour moi le plus abouti. Donc si on devait détailler quelques forces et faiblesses, je pense que dans les coopératives, on est quand même un peu plus commerçant. Dans les faits, on le voit depuis des années. Je pense qu'on a fait preuve d'une capacité d'adaptabilité hors pair. Vous l'avez dit, Jean-Pierre, tout à l'heure, et je crois que c'est vrai, plus que jamais. On n'oublie pas le bon sens du terrain, on reste connecté. Il y a quelque chose chez nous qui est important, ce n'est pas de dépenses inutiles. Hein. Je veux dire, comme les moyens que nous mettons sur la table sont les moyens collectifs, je veux dire, chaque dépense est parfaitement arbitrée et nous avons évité ce que parfois certains concurrents pas indépendants ont pu faire, c'est dépenser des sommes dans des sujets digitaux il y a des années pour parfois rien du tout. Tu observes ça de très très près. Moi je sais, ils me le disent, on a investi des millions là-dedans, il n'en reste rien aujourd'hui, on a retiré un trait sur toute cette organisation, etc. Ça, on ne le fait pas parce que, on n'a pas les moyens, mais deux, parce qu'on fait plus attention. Et après, je crois que chez nous, il y a toujours eu un souci, et c'est une force, de modernisation permanente des magasins, du parc, de l'offre, etc., que d'autres ont oublié et qui leur jouent terriblement des tours. Parce qu'ils avaient des investissements à financer ailleurs, tout simplement. Il y avait une forme de dispersion géographique de leur CAPEX. Tout à fait, mais ils en ont oublié de moderniser les outils de travail en France et ce qui les conduit très on oublie les choses toutes simples. Pourquoi ils sont dans cette difficulté-là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas réinvesti, modernisé comme nous le faisons, et ça c'est aussi une force. Et je suppose que tu vas me demander quelles sont les faiblesses. Clairement, même si Alexandra voudrait qu'il n'y en ait pas, mais on va quand même se forcer pour l'exercice. Clairement, on est parfois peut-être un peu plus lent à la décision parce que comme on ne décide pas seul dans un bureau et ça s'impose, on a besoin de ce temps d'échange, de consensus, d'aller-retour, mais qui est en même temps le garant évidemment de la bonne décision. On n'a pas forcément les plus gros moyens puisque les moyens sont collectifs et, avant tout et que d'abord tout reste dans chaque entreprise individuelle. Et peut-être aussi une faiblesse parfois, et peut-être chez nous, c'est l'hétérogénéité quand même avec les 3 tiers, un tiers vraiment du haut qui est à la pointe et qui investit et qui... Donc le tiers de bon, on va reprendre la sémantique Intermarché historique. Le tiers de bon, vas-y, continue. Le tiers du haut, le tiers du milieu qui est là, qui suit, qui est plutôt... Et puis un tiers donc du bas. Moutons, pardon ? Les moutons, dans le jargon Intermarché. Et puis il y a le 3e tiers. Mais nous ne sommes pas chez Intermarché, bien qu'il soit dans la salle. C'est Jean-Pierre Leroc qui l'a théorisé le premier, cette idée-là de la règle des 3 tiers. Non, mais tout à fait, mais qui est une réalité. Il y a 3 tiers de commerçants incontestablement. Voilà, donc c'est un peu parfois cette hétérogénéité qui peut peser parfois sur l'image ponctuellement ou sur d'autres sujets. Voilà. Pour appuyer ce que tu dis, effectivement, c'est vrai que je pense qu'on est capable de prendre des décisions rapidement, mais la difficulté, c'est de les faire interpréter et réaliser par les adhérents qui sont derrière. Et tu as effectivement les 3 tiers, on les a partout. Hein. Ceux qui sont là, tout de suite, on dit qu'il faut appuyer sur le bouton, ils appuient sur le bouton. Ceux qui sont dans le 2e lot et qui disent je vais peut-être appuyer sur le bouton, et le 3e qui dit je ne trouve pas le bouton. Donc à partir de là, je pense qu'il y a une autre théorie, mais qui est assez proche de la précédente. C'est la précédente, c'est un peu l'image. Comment on gère d'ailleurs ce curseur entre coercitif et enthousiasme que l'on sait générer, la fameuse contraindre ou convaincre? J'aimerais que tu nous prennes un exemple. Il y a, je crois, 1 an de cela, vous avez décidé de passer une partie de votre rayon papeterie en vrac pour éliminer les emballages. Et si j'ai bien suivi ce qui s'est passé, c'est l'une des rares fois où la coopérative a décidé quelque chose pour dire, bon les gars, maintenant, c'est comme ça. Mais en fait, avec le temps, justement, c'est d'éternels débats chez nous, hein, le déploiement et puis lutter contre cette hétérogénéité. Et donc maintenant, de plus en plus, c'est vrai, on pousse des concepts de manière, poussée. Et il faut se désinscrire si tu ne le veux pas. C'est le contraire. Avant, il fallait simplement s'inscrire. Voilà. Maintenant, on inscrit tout le monde d'office et il faut se désinscrire. Et du coup, avec ce type de méthode-là sur un certain nombre de sujets, on a réussi à embarquer, c'est vrai, davantage de monde. Sans aller jusqu'à l'obligation ultime.
C'est Voilà. intéressant parce que ça montre cette idée peut-être que les temps au sens l'époque, impose ça. Absolument. Les temps ont changé. On doit être plus fort et apparaître plus fort collectivement. Et donc, il y a un peu plus d'interdépendance. Et donc, sur un certain nombre de sujets, on a même des flux poussés de textiles aujourd'hui, parce qu'il y a des questions d'achat derrière, des flux poussés de non-alimentaires pour avoir des bonnes offres. Voilà. Donc, on a aussi évolué sur ce type de sujet. C'est un job qui est plaisant, président de coopérative, ou c'est un emmerdement permanent? Si le bonheur est dans le pré, tu dois être heureux quand même. J'espère. Mais c'était juste pour vérifier, au cas où, comme ça. En fait, depuis que j'ai pris la suite de Serge Papin, avec qui j'ai dîné hier soir d'ailleurs, en fait, je suis quasiment qu'en crise. Hein. C'est les crises les unes après les autres. Donc, je suis un président de crise. Mais en fait, moi, personnellement, j'adore les crises. C'est ce que tu dis dans le livre. Je le dis dans le livre. Très tôt dans le livre. J'adore les crises et j'adore gérer les crises. Alors, on s'en passerait, bien sûr, mais j'adore gérer les crises. C'est terrible, mais je m'épanouis presque en gérant les crises. Bon, bref. Après, il faudrait que ça s'arrête. Et j'ai un collègue président de région, c'est pareil. Depuis qu'il est président de région de Système U, on n'enchaîne que les crises. On a aussi eu chez nous une grave crise informatique. Bon, bref. Donc non, il faut que ces crises s'arrêtent. Que vous dire? Non, écoutez, de toute façon, si on le fait, c'est qu'on aime le faire. Moi, ma première mission, c'est d'être quelque part un activateur de confiance. Pour moi, le mot-clé dans notre métier, la coopérative, dans la relation commerciale, c'est la confiance. Et Dieu sait que dans un réseau de commerçants indépendants, tout est basé sur la confiance. Donc avant tout, moi, je suis un activateur de confiance. Et activateur de confiance, ça passe par être garant du projet. Si les associés, nos associés, ils sont 1200, ils ont confiance dans le projet et confiance dans l'équipe dirigeante, ça va. Et dès que ça ne marche plus, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ma mission principale, c'est ça. Donc ça va. Donc ça va bien. Et donc, pour l'instant, ça va, mais ce n'est pas à moi de le dire. Une particularité, c'est que tu es fan de dictionnaire. Et alors, pour terminer ce chapitre sur le commerce indépendant, on va imaginer le petit dictionnaire du commerce indépendant et on va mettre un seul mot dedans. Et je vais te poser la même question, Jean-Pierre, aussi. S'il n'y avait qu'un seul mot dans le dictionnaire du commerce indépendant, à tes yeux, ça serait lequel? Le mot le plus important pour moi, tout court, mais pour l'indépendance, pour la question que tu me poses aussi, c'est liberté. Si on fait tout ça, si on fait quoi? Si on cultive l'indépendance et si on cultive aussi l'association, notre coopérative, c'est quoi? Depuis le premier jour, depuis 1898, le socle de Système U, c'est l'indépendance et l'association, au profit de la liberté de l'entrepreneur individuel. Nous, ce qu'on veut, et c'est notre modèle, la liberté finalement la plus forte à l'entrepreneur indépendant, qui est propriétaire de son immobilier, qui est propriétaire de son fonds de commerce et qui doit pouvoir exercer son commerce sur son territoire comme il l'entend, bien sûr avec les supports du groupement, avec parfois un peu des flux poussés, mais il doit avoir une extrême liberté. Et donc le mot qu'on chérit le plus, c'est la liberté. Donc en fait, c'est l'interdépendance qui donne les moyens de sa liberté. Absolument, c'est parfaitement résumé. Et 1898, pour ceux qui n'ont pas lu leur livre d'histoire, ça s'appelait Au pain quotidien, c'est ça? C'était le pain quotidien, voilà, près de Nantes, à Savenay. Mais les bases que ces quelques épiciers du départ autour d'Auguste Joël ont posées sont les mêmes que celles que nous vivons aujourd'hui. Jean-Pierre, dans ton dictionnaire du commerce indépendant, toi, tu mettrais quel mot s'il n'y en avait qu'un? Écoute, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai trouvé le mot solidarité. Parce que je trouvais que c'était un mot qui correspondait assez bien à notre façon de penser, façon d'être, façon de gérer nos commerces. Et j'ai pris une citation de Françoise Dolto que je trouve tout à fait appropriée. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Et je trouvais que c'était parfaitement imagé de prendre cette citation, parce qu'on peut effectivement dire que la communication, elle est indispensable, on le dit suffisamment, on partage dans les coopératives et à la fédération. On entraide, parce qu'on est toujours en soutien de celui qui est à côté et celui qui est en face. La solidarité, bon, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis on épanouit chacun dans le respect des différences. Et ça, je trouve qu'il faut respecter les différences de chacun.
Et c'est ce qui fait la force des coopératives, justement, c'est que quand on additionne toutes les différences, on s'aperçoit qu'on peut faire avancer beaucoup de choses en trouvant, bien sûr, la bonne synergie entre toutes ces différences pour faire avancer nos coopératives et nos enseignes. Et c'est à partir de là qu'on arrive à créer quelque chose de vraiment fondamentalement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché. C'est ce qui crée pour moi cet état d'esprit. C'est cette solidarité qui est indispensable, je pense, dans les coopératives, même si, évidemment, je rejoins Dominique sur le terme liberté. La liberté, c'est indispensable pour vivre. On en a besoin au quotidien, mais en même temps, on doit aider. Je pense que la solidarité, on l'a prouvé aussi avec l'Ukraine, par exemple, où il y a eu des mouvements extraordinaires de la part des coopératives vers ce pays qui était sous pression, qui l'est toujours, malheureusement. Enfin voilà, cette solidarité, elle est valable à 360 degrés. On peut l'exprimer pour tout un chacun, pour les producteurs, pour ses clients, pour ses collaborateurs, pour ses fournisseurs. Voilà, je pense que tout ça, c'est un tout qui fait la force des coopératives. Donc on aura un dictionnaire et 2 mots dedans. Voilà, on a déjà commencé. C'est déjà pas mal, mal, hein. liberté et solidarité. Voilà. Dominique, 2 dernières questions avant de te libérer pour respecter le timing. 2 dernières questions, des chiffres et des lettres. Je les ai appelées comme ça. On va commencer par des chiffres. C'est une question de Jean-Pierre qui a vu 2 chiffres sur lesquels il y a une question à te poser. Oui, et moi, je te proposerai ensuite une question avec des lettres. Bon, tu abordes effectivement l'expérience client dans ton livre avec 2 chiffres révélateurs qui vont absolument sidérer. Tu dis 81% des entreprises pensent que leur service est impeccable et seulement 8% des clients sont du même avis. Et j'ai trouvé que c'était absolument invraisemblable. Et je me dis comment on peut arriver à ce que les gens, à un équilibre au minimum, quoi. Et c'est une formidable conclusion à cet échange. Voilà, la réalité pour nous tous commerçants en coopérative, c'est évidemment de ne pas oublier le client. Ce chiffre, il est terrifiant, quoi, en fait. Il est évidemment terrifiant. Attention aux certitudes. Attention à rester auto-centré en soi, etc. Et même parfois chez nous, je le dis, on ne fait parfois plus assez d'études clients. Il faut, magasin par magasin, continuer à interroger les clients et c'est ça la base, quoi, en fait. Et ce chiffre, voilà, nous rappelle qu'à aucun moment nous ne devons nous détourner du client, de l'écouter et de mettre en œuvre en fait ce qu'il veut et de ne pas croire que ce que les spécialistes du marketing imaginent dans leur bureau, quoi. Même s'il est schizophrène. Pardon ? Même s'il est schizophrène, le client. Parce qu'il le sera toujours par principe, de toute façon. Mais oui, de toute façon, il sera toujours insatisfait, même malgré tout, l'écouter, suivre aujourd'hui les notes, il y a des outils, il y a les notes Google, etc. Tout ça est très important. Et en fait, quand on lit, je le dis dans le livre d'ailleurs, quand on lit les avis sur Google, la note, etc., en fait, tu as ce que te demandent les clients. Par A plus B, en toute simplicité, ils te disent, tac, 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 voilà ce que j'attends de votre magasin. Et puis, il a été démontré le lien entre la performance commerciale et les notes, que ce soit Critizer, NPS, Google. Il y a un lien direct entre la note et la performance commerciale, ce qui est quand même assez rassurant. Et moi, j'ai une question avec des lettres, une question sémantique. Alors, tu le sais, j'ai découvert un mot dans ton livre que je ne connaissais pas. Alors, il faut que je le relise parce que je mélange parfois les syllabes tellement je ne le connaissais pas. La sérendipité. Alors, je ne sais pas si vous le connaissiez, vous avez le droit de dire oui, mais moi, j'assume de ne pas le connaître avant. Je te cite, « On connaît l'effet pervers des algorithmes qui nous enferment dans notre propre routine et suppriment toute sérendipité. » Voilà. Bon, c'est quoi la sérendipité s'il y en a qui ne connaissent pas ce mot? J'adore. Parce qu'il est intéressant commercialement quand même. Tout à fait. J'adore les mots et donc j'adore particulièrement celui-là. Donc là, je vais prendre un exemple qui va peut-être parler à beaucoup de gens dans la salle, c'est Netflix. Vous êtes sans doute pour beaucoup abonnés à Netflix et vous avez peut-être un compte pour monsieur et un compte pour madame. Eh bien, monsieur, il va être enfermé par l'algorithme de Netflix dans ses séries policières, ses séries un peu noires et ses séries d'Europe du Nord. Et puis, madame va être dans ses romances, etc. Et quand une vision du couple, c'est quand même... Non. Et en fait, tu es totalement enfermé dans cet algorithme. Et si tu te trompes de compte et que tu vas sur le compte de madame, tu ne retrouves aucune de tes séries et tu es complètement perdu et tu te dis c'est pas possible. Donc la sérendipité, c'est quoi? C'est la capacité, l'aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et en saisir l'utilité. Voilà, c'est ça. Et je trouve que ce monde des algorithmes, y compris la recherche de la première page sur Google dans laquelle on reste enfermé, il y a 3000 pages derrière, mais on regarde peut-être les 2 premières. Et donc, en fait, ces algorithmes-là,
qui nous cerne au plus près, nous empêche, je crois, de temps en temps, de faire des découvertes qui nous ouvriraient le cadre et nous conduiraient dans d'autres horizons. Bon, et donc, c'est une belle notion. Première décision, je vais faire qu'un compte Netflix avec Madame Dover. Comme ça, on va oublier tous ces sujets évoqués. Merci Dominique, vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Et le remercier ce livre aussi. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, il est réédité, parce que je crois avoir compris qu'il était déjà épuisé, c'est le cas? Oui, alors à ma grande surprise, il est épuisé. Puis il y a des gens qui me contactent pour me dire mais on ne le trouve plus. Mais en fait, on est en train de le réimprimer. Donc, et donc, il sera de nouveau disponible rapidement en librairie. Je vous souhaite une très bonne journée avec la FCA. Merci Dominique. Merci Jean-Pierre. Tu peux raccompagner Dominique.